En pleine guerre contre les États-Unis, avec une marine officiellement détruite sous les bombes depuis 3 semaines, l'Iran est tout de même parvenu à faire ce que les Américains n'avaient jamais cru possible, fermer le détroit d'Ormuz. Face à cette situation, Donald Trump a appelé les alliés de l'OTAN à prendre part à la sécurisation du détroit, demande à laquelle la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont simplement dit non. Concrètement, pour l'instant, il n'y a pas de mines ou encore de chaînes tendues en travers de l'eau. Ce qu'il y a, c'est quelque chose de bien plus efficace et de bien plus difficile à défaire. Une menace suffisamment crédible pour que les armateurs, les assureurs et les équipages aient décidé collectivement que traverser ce couloir n'en valait plus le risque. Sur les images suivantes, on voit ce qu'était le trafic normal dans le détroit, entre 80 et 100 navires par jour, des supertankers chargés de 2 millions de barils de brut, des méthaniers en provenance du Qatar, des porte-conteneurs. Aujourd'hui, ce flux a été interrompu et plus de 150 navires sont ancrés à l'extérieur du détroit, moteurs éteints et équipage en attente. Face à cette crise, Trump a rapidement retourné sa veste, en affirmant que les États-Unis n'ont besoin de personne et comptent bien s'en occuper tout seuls. Le détroit d'Ormuz est un point stratégique par lequel passe 20% du pétrole mondial. Et depuis le début de cette opération américaine, sa fermeture a déjà eu un impact considérable sur l'économie mondiale. Pour comprendre comment l'Iran a réussi cela et pourquoi la marine américaine, malgré toute sa puissance, n'a pas pu l'empêcher, il faut commencer par la géographie. Le détroit d'Ormuz mesure environ 167 km de long. À son point le plus étroit, il fait 34 km de large, ce qui semble sur le papier largement suffisant pour faire passer des navires. Mais voilà ce que les cartes ne montrent pas immédiatement. Les supertankers ne naviguent pas dans 34 km d'eau. Ils naviguent dans un schéma de séparation du trafic, en 2 couloirs désignés, l'un pour l'entrée dans le golfe Persique, l'autre pour la sortie. Chacun large de 3 km, séparés par une zone tampon de 3 km. Il y a donc 6 km de corridors navigables utilisables. C'est dans cet espace que transite 20% du pétrole mondial. Ensuite, il faut visualiser ce que représente un supertanker dans ce corridor. Un Very Large Crude Carrier, ce que l'industrie appelle un VLCC, mesure plus de 330 mètres de long. Sa largeur dépasse 60 mètres. Sa vitesse de transit dans le détroit est d'environ 20 à 30 km par heure. C'est donc un bâtiment gigantesque, lent, prévisible, qui doit suivre un tracé imposé par la profondeur des eaux. D'un côté de ce couloir se trouve la côte iranienne, l'autre côté appartient à Oman. La traversée complète du corridor dure plusieurs heures, et pendant ces heures, le navire est visible, lent et sans défense. Ce que ça signifie concrètement, c'est qu'un navire traversant le détroit passe à portée des systèmes d'armes iraniens pendant toute la durée du transit. Ici, il faut s'arrêter sur une déclaration de Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, qui a répété à plusieurs reprises depuis le début du conflit « La marine iranienne n'existe plus ». Cette phrase est techniquement exacte, et elle est en même temps profondément trompeuse, car l'Iran n'a pas une marine, il en a 2. La première est la marine régulière iranienne, des frégates, des corvettes, des sous-marins conventionnels. Cette force-là a effectivement été lourdement frappée. Plusieurs de ses principaux bâtiments ont été détruits ou mis hors de combat dans les premiers jours du conflit. La deuxième marine est sous le contrôle des gardiens de la Révolution. Et c'est là que la confusion entre Hegseth et la réalité devient évidente. Parce que ces deux institutions n'ont ni la même doctrine, ni le même type d'armement, ni la même façon de faire la guerre. La marine des gardiens n'a jamais été conçue pour affronter la flotte américaine dans un combat naval conventionnel, c'est-à-dire frégate contre frégate, destroyer contre destroyer. Elle a été conçue pour quelque chose de très différent, harcelée, saturée et menacée dans des eaux confinées. Concrètement, elle est composée de centaines de vedettes rapides, légères et très manœuvrantes, capables d'opérer en essaims coordonnés pour submerger les systèmes de défense d'un navire plus grand. On n'en parle pas assez, mais l'Iran a aussi développé des drones de surface suicides, des bateaux sans équipage, chargés d'explosifs, pilotés à distance ou guidés automatiquement vers leur cible. Cette marine-là, asymétrique, décentralisée, difficile à cibler depuis les airs, est largement restée intacte après 3 semaines de frappe américaine. Si elles avaient été engagées et détruites, le Pentagone nous l'aurait montré. Or, ces images n'existent pas. C'est ici que le récit de cette guerre devient véritablement intéressant à décortiquer, parce que ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz n'est pas une bataille entre 2 marines, c'est une bataille entre 2 logiques. Et la logique iranienne, aussi surprenante que cela puisse paraître, est en train de gagner sur ce terrain précis. Prenons le drone Shahed. Il se présente comme un engin volant à aile delta propulsé par un petit moteur à piston guidé par GPS. Sa structure est simple, de l'aluminium, du contreplaqué pour certaines versions, une charge explosive de 40 à 50 kg. Si l'on raisonne purement en coût de matières premières, métal, plastique, électronique basique, on arrive à un objet dont le coût brut de fabrication se situant à 20 000 $. Certaines analyses militaires occidentales citent même 30 000 à 50 000 $ pour les versions les plus sophistiquées. C'est le point de vue occidental.
Pour comparer l'ordre de grandeur autrement, une voiture de milieu de gamme coûte 25 000 € à l'achat, mais son coût brut en matières premières, acier, l'aluminium, plastique, cuivre, représente environ 3 000 à 4 000 €. Le reste est de la valeur ajoutée, conception, assemblage, marque. Donc en réalité, le coût d'un drone Shahed pourrait bien se situer en dessous de 6 000 $. Mais même à 50 000 $, le rapport est vertigineux. En face, un supertanker représente un investissement de 100 à 200 millions de dollars. Sa cargaison, 2 millions de barils de brut à 100 $ le baril en ce moment, vaut 200 millions supplémentaires. Et une base militaire américaine en région représente une infrastructure évaluée entre 500 millions et plusieurs milliards de dollars. Un drone à 20 000 $ contre une base à 1 milliard. Un drone à 6 000 $ contre un pétrolier à 200 millions. Et voilà le paradoxe au cœur de ce conflit naval. L'Iran n'a pas besoin de gagner la bataille, il n'a besoin que de maintenir l'incertitude. Un seul supertanker touché et coulé dans le corridor central du détroit causerait des marées noires et bloquerait physiquement la navigation pendant des semaines, le temps d'organiser le renflouement ou le découpage de l'épave. En résumé, pas besoin de toucher tous les navires. Ce qui bloque le détroit aujourd'hui, c'est la combinaison de deux réalités indissociables. La menace physique d'abord, les mines, les drones, les missiles côtiers, est bien réelle. Mais même un armateur prêt à tenter sa chance se heurte immédiatement à un deuxième mur, l'assurance maritime. Voici comment cela fonctionne. Un armateur qui veut faire transiter un supertanker par le détroit d'Ormuz doit obtenir une couverture d'assurance pour ce voyage. Depuis le début du conflit, les compagnies ont soit considérablement augmenté leurs primes, jusqu'à 4 millions de dollars par transit, soit suspendu toute couverture dans la zone. Sans assurance, pas de transit. Aucun armateur sérieux n'engage un navire de 200 millions de dollars dans un couloir suicide en pleine guerre. Il est intéressant à noter que la Chine a obtenu de l'Iran des garanties de passage pour ses navires. L'Inde en a obtenu pour certains de ses pétroliers. Les navires iraniens eux-mêmes continuent de transiter et exportent davantage qu'avant le début du conflit. Le détroit est fermé sélectivement selon une logique politique que Téhéran contrôle entièrement. Si le détroit est sous contrôle iranien, la question évidente est la suivante. Pourquoi la marine américaine, avec 3 groupes aéronavaux dans la région, n'escorte-t-elle pas simplement les pétroliers à travers ? La réponse tient à ce qu'un porte-avions peut faire et à ce qu'il ne peut pas faire simultanément. Un porte-avions de classe Gerald R. Ford transporte 90 appareils pouvant mener plusieurs dizaines de sorties par jour. Son groupe d'escorte comprend des destroyers Harley Buck, des sous-marins nucléaires d'attaque, des navires de soutien logistique. C'est une ville militaire flottante qui peut projeter de la puissance à plusieurs centaines de kilomètres. Mais voilà ce qu'on comprend rarement. Un groupe aéronaval en opération intensive n'a pas vocation à sécuriser un détroit. Pendant les 2 premières semaines, l'USS Abraham Lincoln opérait à moins de 350 km des côtes iraniennes. Puis est survenu un incident avec des vedettes rapides iraniennes qui exposaient les navires d'escorte à une menace asymétrique à courte portée, difficile à contrer avec des systèmes conçus pour des missiles balistiques. La réponse américaine a été de repositionner le Lincoln vers les eaux sud-ouest d'Oman, près de Salalah, à plus de 1100 km des côtes iraniennes. À cette distance, ces avions conservent leur portée de frappe sur le territoire iranien, mais ce repositionnement a une conséquence directe sur le détroit d'Ormuz. Dans cette position avancée, ces avions continuent de mener des frappes sur des cibles à l'intérieur de l'Iran, sites balistiques, complexes souterrains, infrastructures énergétiques. Simultanément, ces destroyers d'escorte interceptaient des missiles et des drones iraniens en réponse. Les équipages travaillent en opération continue avec des cycles de maintenance intensifs sur les appareils. L'opération de bombardement intensive mobilise l'essentiel des ressources disponibles. Il ne reste pas grand-chose pour une mission de surveillance et d'escorte en zone hostile qui nécessiterait par ailleurs d'autres types de navires, des dragueurs de mines notamment, que les Américains ne possèdent pratiquement plus dans la région. Les mines sont l'arme la plus paralysante de ce conflit, et ce sont les seules que les frappes aériennes ne peuvent pas neutraliser. L'Iran possède entre 2000 et 6000 mines selon les estimations. Avant même le début des frappes américaines, les navires de pose de mines de l'IRGC étaient en activité dans le détroit. Des dizaines de mines sont déjà dans l'eau, mines de contact, mines à influence magnétique, mines à pression. Chacune d'entre elles repose sur un fond marin de profondeur variable, dans des eaux troublées par les courants avec une visibilité réduite. On ne bombarde pas une mine hors de l'eau. On doit l'identifier, une par une, avec des sonars spécialisés ou des plongeurs, et la neutraliser individuellement. C'est un travail de mois pour des navires démineurs spécialisés opérant en zone peu profonde, c'est-à-dire précisément dans le type d'environnement où les batteries côtières iraniennes sont les plus efficaces. Il est intéressant de rappeler ici le précédent historique. En 1988, lors de l'opération Ernest Will, l'USS Samuel Robert heurte une mine iranienne dans le golfe Persique. Coût de la mine, 1500 $. Elle ouvre un trou de la taille d'une voiture dans la coque, brise la quille et inonde 2 compartiments avec 2000 tonnes d'eau de mer. Coût des réparations, 89 millions de $.
Et ce navire était un destroyer militaire équipé pour ce type d'environnement. Imaginez la même mine sous un supertanker chargé de 2 millions de barils de brut. La marine américaine disposait jusqu'en janvier 2026 de chasseurs de mines de classe Avenger dans la région. Elle les a retirés du service actif. Les navires qui les remplacent, des LCS, des frégates de combat littoral, embarquent des modules de déminage basés sur des drones sous-marins. 4 de ces navires sont actuellement stationnés à Bahreïn. Pour effectuer des opérations de déminage dans le détroit d'Ormuz, ces navires devront eux-mêmes s'approcher à portée des batteries côtières iraniennes et nécessiteront donc leurs propres escortes de protection. La complexité s'accumule. Hors de la zone maritime, il faut ici aborder un point que les briefings officiels évitent soigneusement. Les États-Unis ont frappé plus de 6000 cibles en Iran depuis le début du conflit. Ils ont annoncé la destruction de 90% des capacités balistiques iraniennes. Et pourtant, l'Iran tire encore des missiles, des drones attaquent encore des navires, des positions de lancement sont encore opérationnelles. La raison est simple à comprendre, même si elle est complexe à résoudre. Les centres de commandement iraniens sont enterrés, les infrastructures militaires stratégiques ont été construites sur plusieurs décennies dans les massifs montagneux, à des profondeurs parfois supérieures à 80 mètres sous le niveau du sol. Les tunnels sont bétonnés, les entrées sont dissimulées. Les systèmes de ventilation et d'alimentation électrique sont redondants. Pour ces installations, les munitions conventionnelles sont insuffisantes. Les États-Unis ont utilisé des bombes anti-bunker GBU-57, les plus puissantes du monde non nucléaires, larguées uniquement par les bombardiers B-2. Elles peuvent pénétrer jusqu'à 60 mètres de béton armé, mais certaines installations iraniennes sont plus profondes. C'est précisément pour cette raison que 90% de destruction ne signifie pas 90% de neutralisation. Les 10% restants incluent précisément les éléments les plus mobiles et les mieux dissimulés.